Bonjour. Je vais vous introduire sur les travaux que je fais à photométrie CCD. J'ai une présentation PowerPoint assez volumineuse. C'est probablement trop long pour écouter tout d'une traite. Vous pouvez le faire par étapes. Comme moi, la préparation du vidéo, je l'ai fait par étapes. C'était trop long pour faire d'une shot. La photométrie, évidemment, c'est de déterminer la luminosité des étoiles qui sont variables. Ma présentation comporte un certain nombre de parties qu'on résume ici. Introduction aux variables, aperçu de mes travaux, sur lesquels on va parler, à l'intérieur de ça, on va parler de l'AVSO, CBA, prise et traitement des images, des résultats. Finalement, la conclusion. Bon, les variables. Bon, il y a plusieurs sortes de variables. Parmi les variables, il y a une catégorie importante, les pulsantes. Même les variables pulsantes, il y en a au moins 5 sortes différentes. Les longues périodes semi-régulières, céphéides, RR-lire ou variable d'amas, ainsi que RV du taureau. On va commencer par les pulsantes de type Mira. D'abord parce qu'elles sont faciles à étudier pour deux raisons. Elles ont une grande variabilité entre le minimum et le maximum. Il y a un gros changement de luminosité. Comme par exemple Mira de 3.4 qui est facile à voir à l'œil nu. Bon, elle peut baisser jusqu'à 9.3. Là, à ce moment-là, on a besoin soit d'une grosse paire de jumelles ou d'un petit télescope. C'est une étoile qui est dans la baleine. Lorsqu'elle est à son maximum, vraiment facile à voir à l'œil nu, mais régulièrement, elle disparaît. Ce sont des géantes rouges. Ici, on la voit, là, c'est une photo que j'ai copiée dans Scan Telescope. On peut voir que Mira est très lumineuse et qu'elle a tendance à être rouge. Sur une scan de slide ici, Mira est très faible, comme elle l'était à la fin de 2015. Et d'ailleurs, on est rendu on va être au début de 2016, puis on va être encore faible. Si Mira est observée intensément depuis longtemps, et je dirais encore plus depuis la création de l'AVSO en 1911. La AVSO, on va en reparler beaucoup tout à l'heure, c'est un organisme qui a fêté son 100e anniversaire il y a quelques années. Mais Mira va commencer à être observé même avant la création de l'AVSO. Mais les observations se faisaient à l'œil autrefois. Le seul photomètre qu'on avait, c'était nos yeux, les yeux des astronomes. Mais l'AVSO, c'est devenu une cible de choix. Pour ça, on peut voir ici presque 100 ans de variabilité sur une seule photo. Dépendant de la luminosité, lorsqu'on observe Mira visuellement, on va utiliser des cartes différentes dépendant si elle est proche de son maximum ou de son minimum. Ici, on a une carte qui a un champ de vision de 15 degrés, qui nous montre des étoiles de 3, 4, 5, 6, 7e magnitude, et qu'on utilise pour comparer la variable Mira avec ces étoiles-là dont la magnitude est connue. Comme par exemple, ici, on a omis le point pour indiquer les magnitudes. Vous comprendrez pourquoi. Ça aurait prêté confusion avec les étoiles. Comme par exemple, 73 veut dire 7.3, 77, 7.7, et ainsi de suite. Bon, pour déterminer la variabilité, la luminosité d'une variable à un moment donné, on compare sa luminosité avec deux étoiles, une juste un petit peu plus lumineuse et une autre un petit peu moins lumineuse. Et puis, par interpolation, on décide c'est quoi la luminosité de la variable. Donc, c'est relativement facile. Avec un peu d'habitude, après quelques secondes, on décide c'est quoi. Quelques dizaines de secondes, on peut décider c'est quoi la luminosité de l'étoile. Bon,
Bon, lorsque Mira est à son minimum, hein, aux environs de magnitude 9, il nous faut des cartes plus détaillées qui nous montrent des étoiles plus faibles. Ici, en l'occurrence, le champ de vision de 3 degrés, et on voit des étoiles identifiées jusqu'à la 10e magnitude, ce qui est amplement suffisant pour suivre Mira lorsqu'elle est à son minimum. Mira est une étoile, une longue variable, comme on a dit, mais elle n'est pas seule, il y en a plusieurs du même genre. La constellation du cygne, il y en a une autre belle, Chi du cygne, qui est un autre de type Mira. C'est une étoile qui, à son maximum, tout juste à la limite de la visibilité à l'œil nu, mais au minimum, va jusqu'à une magnitude de 14, donc très grande variabilité qui peut être suivie là, constamment. Ici, la slide qu'on a, j'avais pris ça le 27 juillet 1984, en l'occurrence le 26 juillet, le jour même de ma fête. Il y a un autre qu'on peut suivre à l'année, parce qu'elle est circumpolaire, c'est Z dans UMA, Ursa Major ou Z de la Grande Ourse. Bon, ici, on identifie exactement où elle est. Donc, avec une paire de jumelles ou un petit télescope, on peut la suivre à l'année longue. Bon, les céphéides, pulsantes par excellence. Pourquoi par excellence? Parce que leur période est très précise. Une céphéide peut avoir une période entre 1 et 70 jours. Ça ne veut pas dire que sa période varie à l'intérieur de cette range-là. Non. Ça veut dire qu'elle va avoir par exemple 1 jour, 2 jours, 3 jours, 3,5 jours, 20 jours, 70 jours maximum. L'amplitude de variation, pas tellement grande, environ 2 au maximum, mais plusieurs céphéides, beaucoup moins que ça, 1/10, 2/10 de magnitude. C'est pour ça que sont plus difficiles à étudier à l'œil nu. Seulement celles qui ont une plus grande variabilité peuvent être suivies à l'œil nu. Ce sont des objets massifs ayant une grande luminosité, environ 2 magnitudes de plus que les géantes rouges. On sait que les géantes rouges sont très lumineux. Le Soleil va devenir une géante rouge éventuellement, va gagner plusieurs magnitudes, puis avant de s'éteindre, devenir une naine blanche. Mais ça veut dire que les céphéides sont visibles de très loin. Ici, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le diagramme HR, on peut voir la courbe en S. À gauche, on a des étoiles bleues, dans le milieu, à peu près blanches. Notre Soleil se situe vers le milieu de la courbe. Et en allant vers la droite, on a des étoiles rouges. Bon, ben, les géantes rouges se situent au-dessus des, on peut dire, les géantes rouges, sur la séquence principale, la figure en S, on l'appelle la séquence principale. Les étoiles rouges à droite, ce sont des naines rouges. Mais les géantes rouges sont de la même température, même couleur, mais elles sont géantes, sont énormes, donc émettent beaucoup plus de lumière encore, parce que chaque mètre carré de sa surface émet tant de lumière, mais elles sont tellement volumineuses, ça les fait très lumineuses. Puis, bon, les géantes rouges, elles ont des étoiles, comme notre Soleil, à la fin de sa vie, il va quitter la séquence principale. L'étoile demeure 90% de sa vie, ou même plus, sur la séquence principale, et à la fin, elle s'éloigne. Elle devient temporairement une géante. Mais la géance, ça dure seulement quelques millions d'années, c'est pas très long, par rapport à la vie totale, comme notre Soleil, ça vit environ 10 milliards d'années, mais sa phase de géante va durer seulement quelques dizaines de millions d'années. Delta Céphée, c'est le prototype de cette classe. C'est une étoile qu'on peut voir à l'œil nu. Céphée, ça a la forme un peu d'une petite cabane. C'est proche, c'est comme polaire, c'est proche de l'étoile polaire. Et donc, Delta peut être suivi à l'année. C'est le prototype parce que c'est la première qui a été découverte de cette classe-là. C'est une étoile pulsante. Vraiment, là, on la voit pulser par sa luminosité. Mais aussi, lorsqu'on regarde la spectroscopie, nous révèle la vitesse de sa surface. À un moment donné, la surface s'approche de nous, elle s'éloigne, s'approche, s'éloigne, en phase avec la luminosité. C'est pour ça qu'on dit que ces étoiles-là sont pulsantes, comme Mira, qu'on a vu en tout premier tantôt, est aussi une pulsante, mais très lente, ça prend plus que 100 jours. Alors qu'ici, par exemple, Delta Céphée, la période est seulement 5,3
3, 6, 6, 3, 4 jours. Très, très précis. C'est pour ça que je disais tantôt, pulsar par excellence. 5.3, 6, 6, 3, 4 jours. C'est plus précis qu'une minute, ça. C'est des fractions de seconde. C'est très précis. Bon, une loi très importante concernant ces étoiles-là, c'est qu'on s'est aperçu, c'est une madame, Henrietta Levy, qui a découvert que ces étoiles-là, la période est proportionnelle à la luminosité absolue, magnitude absolue de l'étoile. Autrement dit, si l'étoile, par exemple, a une période d'un jour, sa magnitude absolue va être 0. Si elle a une période de 10 jours, la magnitude absolue va être environ de moins 2. Et 100 jours, 70 jours, moins 4, 5. Connaissant la magnitude absolue, l'observation nous donne la magnitude apparente de l'étoile. Un simple calcul nous donne sa distance. C'est comme ça qu'on a pu établir que les galaxies comme Andromède sont extérieures à notre galaxie. Lorsqu'il y a environ 100 ans, les télescopes ont été assez puissants pour détecter des céphéides dans Andromède. On a pu calculer la distance d'Andromède. Bon, c'est bien beau la loi découverte par Mme Levy, mais c'est assez compliqué. À un moment donné, ça ne marche pas tout le temps. Et bon, c'est ça, l'astronomie, c'est le fun. On découvre de quoi, on est bien content. On continue à observer pour confirmer ce qu'on a découvert. De quoi on trouve des choses qui accrochent. Éventuellement, ça nous permet de découvrir autre chose. Et ça a été le cas pour les céphéides. Aujourd'hui, on connaît deux sortes de céphéides, les populations 1 et les populations 2. Chacune de ces populations-là obéit différemment à la règle période luminosité. Les populations 1, c'est des étoiles enrichies de métaux par des générations précédentes. Elles habitent les bras spiraux et nuages d'étoiles de notre galaxie et autres spirales. Les populations 2, ce sont des étoiles de première génération pauvres en métaux, habitent les galaxies elliptiques, le halo des spirales et les amas globulaires. Population 2 sont de première génération, ça veut dire c'est au début de l'univers. Il n'y avait que de l'hydrogène pour former ces étoiles-là, alors que les autres étoiles, population 1, les premières étoiles ont explosé en supernova, ils ont généré d'autres éléments qui se sont répandus dans l'espace, qui ont enrichi les nuages d'hydrogène, de sorte que chaque génération subséquente est de plus en plus riche en métaux. Métaux, c'est, entendons-nous, c'est tout ce qui est tout ce qui vient après l'hydrogène. L'hydrogène, le corps le plus simple, tous les autres éléments, hélium, carbone, azote, oxygène, blablabla, ce sont tous des produits dans les étoiles, mais ces éléments-là forment des étoiles de génération subséquente, enrichies de métaux. Bon, heure de la lire. Elle ressemble aux céphéides, mais la période est beaucoup plus courte. C'est quelques heures à un jour maximum. L'amplitude, bon, c'est 0.3 jusqu'à 0.2 magnitude, là. C'est pas énorme, mais quand même, plusieurs ont été découvertes visuellement. Et aujourd'hui, avec les moyens électroniques, on peut les suivre très facilement. Bon, moi et Luc Bellavance, on s'est amusé à prendre des photos de certains amas globulaires, étant donné que les aires de la lyre sont aussi connues comme étant variables d'amas parce qu'il y en a beaucoup dans les amas globulaires. Ici, on voit l'amas Messier M3, dans lequel on peut voir plusieurs étoiles qui scintillent, qui flashent. Ce sont des aires de la lyre, des étoiles qui changent de luminosité rapidement. On s'est amusé aussi avec M5, il y en a moins, mais il y a quand même plusieurs. Je n'ai pas M13, mais M13, surprenant, il n'y en a presque pas. Un autre type de variable variable pulsante, mais avec un bémol. Bon, ici, ce sont la période est courte, 30 à 100 jours, amplitude jusqu'à 3 magnitudes. On a affaire à des supergéantes jaunes. Il y a une variation de luminosité caractérisée par des minimums prononcés, en alternance avec des minimums légers.
qui est rendue à la fin de sa vie, pas mal vers la fin de sa vie, qui essaie de devenir une géante, mais elle ne peut pas devenir géante, parce que lorsque elle a rempli sa limite de roche, le matériel, elle ne peut pas qu'on a grossi, parce que ce matériel-là est siphonné par la naine blanche qui est à côté. Ça forme comme une figure 8, et toutes les novas sont basées sur ce modèle-là, mais il y a plusieurs variables dans le modèle, comme on va voir. Bon, nova récurrente. On connaissait des novas, mais à force de les observer, à un moment donné, on s'est aperçu qu'il y en a qui faisaient nova plus qu'une fois. Oh, ça leur a renforcé le modèle. Hein, on voit encore en haut notre modèle, dans le coin supérieur droit. Bon, notre étoile, à un moment donné, elle a échappé tellement de gaz sur la naine blanche, explosant en nova. On peut supposer que l'étoile qui voulait devenir géante ici, là, a perdu des plumes pas mal. Là. Elle ne remplissait plus sa limite de roche. Mais elle est têtue, hein, elle continue. Elle recommence à grossir, et éventuellement elle recommence à donner du matériel aux compagnons. Et éventuellement, on a une autre explosion, puis plus tard un autre, et ainsi de suite. De ce qu'on a, ce qu'on appelle des novas récurrentes. On a un exemple ici d'une qui a explosé en 1933, 58, 67, 85, puis peut-être après, là, j'ai pas de données. On s'est aperçu qu'il y a d'autres sortes de novas. Ici, au lieu de les novas récurrentes, c'est des dizaines d'années entre chaque explosion. On s'est aperçu qu'il y a d'autres étoiles semblables à des novas, mais les explosions se font, ça peut être un mois environ, ou plus long, jusqu'à 500 watts, un mois, disons, puis un petit peu moins de 2 ans. Puis bon, les magnitudes, là, c'est pas 12-15 magnitudes de différence, environ entre 2 et 6, mais ça arrive souvent. Puis les maximums ne durent pas longtemps, entre 5 et 20 jours, qu'on peut voir sur le graphique ici. Bon, ici, les conditions font que, bon, peut-être des étoiles sont très proches l'une de l'autre, où la naine blanche a une masse là, proche, sa limite de Candras écart, ça prend moins d'hydrogène pour faire une explosion, etc. Bon, c'est pour ça que ce sont des objets intéressants à étudier. On a encore beaucoup à apprendre. Et après ça, on a des novonaines de catégorie Z Caméléopardalis. Bon, Caméléopardalis, une constellation dans l'hémisphère nord qu'on n'observe pas beaucoup parce que ces étoiles sont très faibles, mais contient quand même une étoile très importante. C'est le prototype des Z-Cam, des naines blanches, novonaines. C'est que, bon, les explosions, c'est comme continu. Il y a une explosion, ça retombe. Il y a une explosion, ça retombe, c'est comme continu. Puis de temps en temps, le feu d'artifice reste allumé, ça ne retombe plus. Puis, éventuellement, ça peut tomber pour remonter, tu vois. Puis, cette période ici, là, on dirait que la luminosité reste coincée entre le minimum et le maximum. Ça se répète souvent, ça, dans la vie de ces étoiles-là. Donc, elles sont vraiment spéciales. Et là encore, même modèle. Une étoile qui essaie de devenir géante avec un compagnon qui est une naine blanche. Les paramètres affectant ces doubles serrés. Pensez à la combinaison de tous ces facteurs-là, vous allez comprendre que vous pouvez générer à peu près tous les types de novas qu'on a vus et puis bien d'autres qu'on va découvrir dans le futur. La dimension de l'orbite. Hein? Si la nova, si la naine blanche est à la distance Terre-Soleil, va falloir que le Soleil vienne pas mal gros avant que la naine blanche commence à siphonner du matériel. Mais la naine blanche peut être à la place de Mercure, elle peut être 1/10 de la distance de Mercure. Imaginez que la naine blanche est à 10-15 millions de kilomètres de son étoile. L'étoile pourra jamais devenir une géante. Aussitôt qu'elle va commencer un peu, son matériel, elle va le perdre au détriment de la naine blanche. L'inclinaison de l'orbite sur notre ligne de vue, ça peut créer des éclipses en plus des autres phénomènes. L'excentricité de l'orbite, on va avoir plus d'échanges lorsque les deux objets sont proches. La masse des composants, ça peut être une étoile qui essaie de devenir une géante qui a 2/3, 3/4 de la masse du Soleil, une fois 1,2 fois la masse solaire. La naine blanche fait pareil. Bon, le taux de transfert de matière, évidemment, qui dépend du degré d'évolution, de la distance des composants. Puis ces composantes-là, elles tournent sur elles-mêmes aussi souvent. Et en plus,
le matériel qui tombe sur la naine blanche ne tombe pas directement dessus. Rappelez-vous, la naine blanche est en orbite, les deux étoiles sont en orbite autour du centre de masse du système. Donc la naine blanche, là, si elle est très proche, elle va des centaines de kilomètres par seconde. Le matériel qui tombe dessus ne tombe pas direct dessus, il fait un anneau alentour. Et cet anneau-là devient très brillant parce que tranquillement, le matériel spirale vers la naine blanche, mais en spiralant, ça fait du frottement, ça fait beaucoup de lumière. Certains de ces systèmes-là, il peut y avoir au-delà de 90% de la lumière qui est générée par l'anneau. Et cet anneau-là peut précesser en plus. Alors, on est familier de la précession de la Lune, précession de l'axe de rotation de la Terre. Le phénomène de précession il est omniprésent dans l'univers. Et les anneaux lumineux autour de ces étoiles-là peuvent précesser dans l'espace de quelques mois. Résultat, si on voit l'anneau par la tranche, du coup, on la voit pencher, un peu comme les anneaux de Saturne, ça va changer la luminosité du système, ça aussi. Donc, ces étoiles, tous ces paramètres-là combinés ensemble, vont faire que la luminosité de l'étoile peut être fort complexe, et c'est par des modèles, en faisant essai et erreur, et à un moment donné, on va trouver un modèle qui va être capable d'expliquer toutes les variations que l'on peut voir. Et les astronomes amateurs, le gros avantage qu'on a, on peut suivre des étoiles sur de longues périodes. Plusieurs amateurs ensemble, on peut les suivre en fait de façon continue. Et ainsi, les professionnels ont des données pour raffiner leur modèle. Donc, disons que ça me fait un petit velours de savoir que peut-être certains modèles dans le futur vont être influencés un peu par les données que j'aurai envoyées. Bon, supernova, ça aussi on connaît ça, hein? Des étoiles, quand ça pète en tabarouette. On peut avoir un changement jusqu'à environ 20 magnitudes. 20 magnitudes, ça veut dire environ 100 millions de fois d'augmentation de luminosité. C'est énorme. Donc, certaines des supernovas deviennent aussi lumineuses que la galaxie dans laquelle elles sont. Bon, comme on l'a trouvé pour les céphéides, éventuellement, supernova, on a trouvé deux types aussi. D'abord, il y a les types 1. Ce sont de vieilles étoiles dans les galaxies elliptiques et le halo des spirales. De vieilles étoiles. Naines blanches. Toutes les naines blanches sont de vieilles étoiles. Une naine blanche, c'est une étoile qui, à la fin de sa vie, sur une étoile plus ou moins la masse de notre Soleil, peut-être 3-4 fois la masse du Soleil, mais à la fin de sa vie, elle s'est retrouvée avec en dessous de la masse de 40 écarts pour devenir une étoile à neutrons. Donc, elle devient une naine blanche. Et la naine blanche, c'est la naine blanche qui est autour d'une autre étoile qui essaie de devenir géante. Et là, à un moment donné, il y a du matériel. La naine blanche peut accumuler finalement de matériel pour dépasser la limite de 40 écarts et exploser, devenir une étoile à neutrons. Et c'est pour ça qu'on trouve des types 1 dans les galaxies elliptiques et le halo des spirales. Le halo des spirales, ça ressemble un peu à une galaxie elliptique, là. C'est surtout les vieilles étoiles qu'il y a là. Puis comme Abel 2261, galaxie elliptique, on a beaucoup d'étoiles. Ce sont toutes des vieilles étoiles qu'il y a là. Bon, les types 2, ce sont des étoiles bleues dans les galaxies spirales. Les étoiles bleues, ce sont des géants, vraiment des géants, qui ont plusieurs fois la masse du Soleil. Elles sont des milliers, des centaines de milliers, même des millions de fois plus lumineux que notre Soleil. Quelque chose à se rappeler, chaque fois qu'on double la masse d'une étoile, sa puissance multiplie environ par 10. Résultat, c'est qu'une étoile, plus elle est massive, même si elle a plus de carburant qu'une petite, moins elle va vivre longtemps. Et les grosses étoiles qui peuvent avoir 30, 40, 100 fois la masse du Soleil ne vivent pas longtemps parce qu'elles épuisent trop rapidement le carburant et à la fin, elles explosent en supernova de type 2. Ici, on a une photo de Patrick Dubé, on peut voir des étoiles bleues dans les bras spiraux de M33. Ce sont des géantes bleues. Ici, un retour sur les modèles pour les supernovas de type 1, comme imaginons notre Soleil ici sur la séquence principale du diagramme HR.
Une étoile comme notre Soleil, avec une dent alentour, qui accumule du matériel. Lorsque on va dépasser la naine blanche, va atteindre la limite de Chandrasekhar de 1,4 masse solaire, elle va s'effondrer sur elle-même et devenir une étoile à neutrons. Et l'énergie dégagée à ce moment-là fait la supernova. Et ensuite, pour les modèles standards pour la supernova de type 2, encore sur le diagramme à faire, dans l'extrémité en haut à gauche, des géantes bleues extrêmement lumineuses, et à la fin de leur vie, s'écroulent sur elles-mêmes pour devenir des trous noirs. Parce que généralement, à la fin de leur vie, elles vont dépasser 3,3 masses solaires pour devenir, c'est la limite de 4 pour devenir trous noirs. Bon, les étoiles R de la couronne boréale, une étoile éruptive particulière. Particulière, oui, parce que ici, au lieu d'augmenter la luminosité, on diminue la luminosité. Ici, j'ai cette étoile-là, R de la couronne boréale, une vieille slide de 1983. On la voit pas mal à son maximum, d'environ magnitude 6. Cette étoile-là, ensuite, on a des données de l'OVSO, on peut voir, la luminosité peut être généralement constante, elle baisse. Elle remonte, elle baisse. Lorsqu'elle baisse, elle peut rester baissée longtemps. Mais quand elle remonte à son maximum, elle revient toujours à ce qu'elle était au début. Un peu étrange. Habituellement, la magnitude 6, sa magnitude peut baisser entre 7 et 15 magnitudes. C'est énorme. Et ça, c'est régulier. C'est pas une variation régulière. Bon, je l'ai observé récemment. 21 octobre 2015. Elle était de magnitude 13,5 environ. Donc, très faible. Les étoiles R de la couronne boréale, le modèle qu'on a pour les expliquer, ce sont des étoiles lumineuses, mais pauvres en hydrogène puis riches en carbone. On explique ce phénomène par le carbone qui parfois se condense à une suie opaque. L'observation infrarouge confirme un excès dans sa longueur d'onde lorsque au minimum. Parce que le cœur de l'étoile continue à faire de la lumière lumineuse, mais cette lumière-là est absorbée par la suie de carbone et est réémise en infrarouge. Donc, lorsque l'étoile diminue dans la lumière visible, elle augmente en infrarouge. On est rendu aux invariables à éclipse. Bon, on fait mieux des éclipses, éclipse soleil, éclipse de lune. On a eu une éclipse de lune au mois de septembre. La lune est passée dans l'ombrage de la Terre. Dans le cas des étoiles, on a des orbites qui peuvent être circulaires ou elliptiques, vues de face, vues inclinées, et à la limite, vues par la tranche. Et vues par la tranche, on a des éclipses. Bel exemple, Algol, dans Persée, découvert par John Goodricke en 1794. C'est observable à l'œil nu. On connaît bien Persée, on la voit tout autour de cette étoile-là. Il y a des éphémérides de ces variations partout, quasiment, enfin partout. C'est un télescope, plusieurs sites internet. Même la page web de la fac, Luc Bellavance, génère des éphémérides pour les éclipses de Algol. Et c'est pas rare des éclipses. 2,87 jours. Et la magnitude varie, elle est normalement de 2,1. Elle baisse à 3,4 en 4 heures. La durée du minimum est environ 2 heures. Il y a aussi un minimum secondaire, il n'est pas détectable à l'œil nu, il est trop petit. Maintenant, elle est bien connue cette étoile-là, mais un peu surprenant. Peu d'amateurs l'observent. En tout cas, je vous invite à l'observer, vérifier des éphémérides sur le site de la Fédération, et lorsque vous avez un éclipse là, vers 10-11 heures en hiver, c'est le bon moment. Le soir, c'est une bonne occasion de l'observer. Bon, après Persée, la Lyre. Petite constellation, avec Vega ici. C'est surprenant tout ce que ça contient. Bon, dans les deux, on a la double epsilon, le zeta qui est un autre double, le delta un autre double, une double visuelle, lambda, gamma lambda, puis bêta ici, qui est extraordinaire. C'est un cas extrême de binaire éclipse déformé, dans la période est de 13 jours. Encore une fois, une étoile facile à voir à l'œil nu, mais qui est peu observée. Bon, c'est une étoile qui est double,
les composantes, par exemple 3.4 et 8.6, séparées de 46 secondes d'arc, mais c'est pas ces deux étoiles-là qui s'éclipsent mutuellement. Le compagnon qui produit l'éclipse est trop proche, on ne le voit pas au télescope. Ici, on a la courbe de bêta de la Lyre. Il y a un petit problème. Quand est-ce que l'éclipse commence, quand est-ce qu'elle finit, hein? La variation est continue. Encore une fois, le dénommé Goodricke a détecté sa variabilité. C'était en septembre 1784. Et vraiment, ce monsieur-là, dommage, il est décédé à 23 ans, je crois. Il était parti vers un grand avenir. Ici, c'est le modèle qu'on a aujourd'hui pour Bêta de la Lyre. Les étoiles, on a des étoiles, ce sont de grosses étoiles, une géante bleue qu'une géante rouge. Et la gravité fait que la géante rouge, entre autres, est déformée beaucoup. Ce qui explique la courbe particulière de variation continue de la luminosité. Un autre cas extrême, Epsilon de Cauchy, qui vient en éclipse à tous les 27,1 ans. Habituellement de magnitude 3, sa luminosité diminue à 3,8. 0,8, c'est pas énorme, mais encore on peut le détecter à l'œil nu. Le dernier minimum a eu lieu de la fin 2009 jusqu'à mars 2011. Hein? Ça a duré plus de 2 ans, c'est extraordinaire. Ici, on voit en 2009, en septembre 2009, ça commence à baisser. Dans le milieu de l'éclipse, ça remonte un tout petit peu, ça continue. Puis l'éclipse se termine pas mal, en juin 2011 à peu près. Là. C'est une éclipse très longue. Le modèle pour expliquer une si longue éclipse, on ne peut pas prendre des étoiles. Il n'y a pas d'étoiles assez grosses pour une éclipse de 2 ans. On imaginait plutôt une étoile avec alentour un anneau de poussière. Et c'est l'anneau de poussière qui est énorme, qui est presque de la dimension de l'orbite de la Terre, qui viendrait cacher l'étoile. Et par contre, l'augmentation de luminosité au milieu de l'éclipse serait que lorsque le centre de l'anneau passe dans le milieu de l'étoile, ben, il y a une petite ouverture qui laisse passer un peu de lumière. Bon, finalement, il y a des variables par rotation. On croit que certaines étoiles ont des taches énormes et la rotation des étoiles-là, ben, les fait varier leur luminosité parce que, dépendant de l'hémisphère que l'on voit, c'est pas toujours aussi lumineux. Bon, ici, on a un graphique qui nous résume la classification des variables. On vient de faire pas mal le tour de tout ça, là. En tout cas, il y en a bien d'autres en passant, hein, mais donc, je pense pour le fin de ma présentation, c'est amplement suffisant. Bon, je vais maintenant continuer avec mes travaux illustrés par quelques résultats. D'abord, mon nouvel observatoire. Je pense que beaucoup de gens savent que en l'an 2010, moi et ma conjointe, on a quitté le centre-ville de Rimouski pour venir s'installer à la campagne, sur le bord d'un lac, en pleine forêt. Et à l'endroit où j'ai bâti mon observatoire, qu'on l'aperçoit ici. C'est à environ 24 pieds de haut. Ici, c'est un zoom sur un peu le dessus de l'observatoire. On peut voir les deux télescopes. Le toit ouvrant, le toit, il y a une partie qui est fixe de chaque côté et la partie qui rouvre glisse par-dessus la partie fixe. Ici, vu un gros plan des télescopes. Ici, on a un CL114. On me suis fabriqué un bon wedge. Je vous dis, il est pas en tôle, il est bien solide. CL114, ici, de l'autre bord, on a une fourche de mille de 14 pouces, mais dans laquelle il y a mon bon vieux Dynamax de 8 pouces. Et Luc, avec le temps, a rajouté quelques instruments. Ici, c'est comme sa lunette de 80 mm, avec laquelle il a fait des splendides photos. Bon, ça, c'est la monture à tout faire, si on peut dire. On accroche toutes sortes d'affaires dessus. Bon, au cas où il y en aurait qui se demanderaient sur quoi reposent les télescopes, mais ils ne reposent pas sur le plancher. Il y a une colonne de béton pour chacun des télescopes. À un moment donné,
Ça me plaisait à dire que j'ai eu mon mini World Trade Center. Bon, c'est beau l'astronomie scientifique, mais on est des amateurs, on aime ça s'amuser avec nos yeux. Ça donne que j'ai aussi un 24 pouces newtonien. J'ai pas d'observatoire proprement dit, c'est rien qu'un échantélescope sur roue que je déplace pour accéder au télescope. Jean Vallière va reconnaître des morceaux de ça, entre autres l'équatorial que j'ai modifié, mais que j'avais acquis de Jean Vallière, sur lequel en passé il avait un 12 pouces, je crois. Moi j'ai un 24 pouces, puis je trouve que l'équatorial est tout à fait confortable avec ça. Une photo que Luc Bellavance a pris, on peut voir le 24 pouces avec le ciel étoilé, direction sud-est. Bon, venons-en à la photométrie proprement dit. Ici, on a une petite parcelle d'une image CCD. Ce que je veux illustrer, c'est que finalement, là, chaque pixel d'une caméra numérique, c'est comme un photomètre. C'est un chiffre. Une photo numérique, c'est une grosse feuille de calcul, un spreadsheet comme on dit en canadien. On peut voir ici par exemple une image 4000, 9000, 10 000, 15 000, 3500, bon. Tout ça, ça appartient à une étoile. C'est comme j'avais plusieurs photomètres qui mesuraient la luminosité d'une étoile. Ici, j'ai un petit compagnon à côté, etc. Ça se rappelez-vous c'est à la fois à se rappeler. Une caméra numérique, chaque pixel est un photomètre. Bon, la AAVSO, c'est une organisation qui est plus que centenaire, comme j'ai mentionné tantôt. Et je suis membre de ça depuis plusieurs années. Et je m'alimente beaucoup à partir de leur site est fantastique, comme on va le voir plus loin. Mon autre code à l'AVSO, c'est LMA. Au cours des années, ils offrent des cours, j'en ai pris plusieurs, surtout en 2014-2015, sur des logiciels, puis aussi la classification, la photométrie au CCD, etc. Parce que je voulais faire de la photométrie depuis longtemps, puis il fallait que j'augmente mon efficacité parce que ça me prendrait trop de temps à traiter mes images. Aujourd'hui, je pense que je suis au niveau que je souhaitais être. Mais la AAVSO, ils ont d'autres programmes aussi. Puis comme je ne fais pas tout le temps beau au Québec, j'ai décidé de donner un coup de main à un autre programme qui s'appelle Bright Star Monitor, BSM. Ils ont des stations, non 8 ou 9 réparties dans le monde, dont une qui s'appelle BSM Berry. C'est le même Berry, Richard Berry, qui a écrit un fameux livre sur la photométrie, enfin. Beaucoup de ceux qui ont pris la photo CCD, c'est avec les livres de Berry. Mais aussi, il y a un excellent livre sur la photométrie, livre et programme. Bon, il a financé une de ces stations-là, BSM Berry. Je suis responsable à l'AVSO pour regarder leur image. Je ne fais pas la photométrie de ces images-là, mais c'est pour faire un premier examen pour éliminer celles qui ne sont pas bonnes, afin que ceux qui les étudient ne perdent pas de temps à regarder celles qui ont eu des nuages, il y a eu du mauvais tracking, quoique ça c'est rare, il y a eu trop de rayons cosmiques, des satellites, des avions, etc. Ici, dans une soirée, là, par exemple, ici on montre le 4 novembre 2015, il y avait... ça finit à 450, mais en fait, ça commence à 101, enlever 100. Là, il reste quand même un bon soir, une bonne nuit va produire entre 300 et 400 photos, parfois 500 photos. Là. Donc, ça me prend peut-être 1 heure, 1 heure et demie à poser à travers de ça. Bon, mais l'AVSO, quand j'étudie, je prends des photos pour eux, c'est pour observer certaines étoiles. L'AVSO produit des alertes, comme ici, alerte notice numéro 517, dans lequel on demandait d'observer OM de Hercule. Parce qu'il y a des professionnels qui devaient l'observer avec les 2 satellites, le XMM Newton et le NuSTAR. Des satellites qui observent rayon X. Je pense que les deux sont dans le rayon X, ou rayon X puis rayon gamma. En tout cas, c'est des machines assez dispendieuses que je ne peux pas utiliser. Mais c'est quand même plaisant de savoir qu'on peut participer au projet rené par les plus grands que nous.
On va faire une revue rapide du site de la AAVSO. Je pense que une présentation sur l'étoile variable mérite qu'on regarde ce site-là. On va aller partir au deuxième onglet, Forum. Dans les forums, ben, un peu comme là, on a des forums au Québec, hein, bon, ici ils en ont. Il y a plusieurs de ces forums-là qu'on peut aller consulter sans être membre. Certains, il faut être membre. Bon, après tout, si on paye pour être membre, il faudra avoir un petit peu plus que la moyenne du monde. Après ça, on va aller sur Variable Stars. Bon, les deux premiers, on vous apprend quoi sur les variables, à quoi ça sert, c'est quoi les variables. Puis le troisième type de variable, là on vous en apprend vraiment sur les différents types de variables. Mais c'est résumé. Et si vous allez au Variable Start de Season, ici il y a vraiment du stock. C'est que pendant plusieurs années, on avait une variable pour chaque saison qu'on couvrait en détail, une variable ou une catégorie de variables. Et tous ces articles-là sont disponibles ici. Si les variables vous intéressent, je vous recommande d'aller là. Dans le matériel éducatif, Choice, des cours que l'AVSO offre. J'en ai pris 5, je suis bien content. J'ai l'intention d'en prendre quelques-uns encore là, qui vont être offerts. Variable Star Index. Bon, l'AVSO a un index d'étoiles variables. On peut voir ici présentement, il en contient 334 882 étoiles variables différentes. Toutes les données connues sur chacune de ces étoiles-là sont disponibles dans cet index-là. C'est un très gros document. Bon, on va aller, pas ça, non, on va aller à Observing. Les manuels. C'est le site qui, si vous voulez faire de la photométrie, quel que soit visuel, CCD ou DSLR, vous avez des documents que vous pouvez downloader. Pas besoin d'être membre encore une fois. Évidemment, si vous aimez ça, on espère que certains de vous autres vont devenir membres. Les alertes. Si vous voulez collaborer avec les professionnels pour du travail sérieux, ben, on s'inscrit à ça. Vous allez recevoir des demandes de l'AVSO. Il y en a régulièrement. On a plus de demandes que le temps, en tout cas, que moi je peux suivre. C'est vrai que je ne fais pas tout le temps beau, là, mais on a plus de demandes qu'on peut les suivre normalement, même si on avait plus d'un télescope. Les Observing Campaign, bon, ça fait suite aux alertes. Certains projets sont de très longue durée et si vous allez là, vous allez voir les projets sont actuellement en cours. Web Hub, on va aller voir ça de plus proche. C'est ici que, exemple, soumettre des observations individuelles. Si vous avez observé Mira, exemple, hier soir, ben, vous pouvez transmettre visuellement, vous pouvez transmettre votre donnée ici. Je dis visuellement, mais ça pourrait être avec un DSLR ou un CCD. Mais par contre, si vous avez pris des centaines d'images d'une variable en particulier, ben, le logiciel de traitement va vous avoir fourni un fichier qui contient toutes les données concernant cette variable-là, sur les centaines de photos. Donc, c'est le fichier que vous allez uploader. Bon, vous pouvez aussi downloader vos propres observations que vous avez faites dans le passé, mais aussi on peut aller chercher les observations des autres personnes pour tracer des cours de variables, etc. Bon, après ça, Observing, Variable Star Plotter, ça c'est vraiment important. C'est ici que vous allez aller chercher les cartes pour les variables. Donc, exemple, j'ai mis le nom de l'étoile Mira. Puis bon, CCD, c'est le CCD. Puis c'est une carte que je veux. Donc, je demande une carte, une charte. Et bon, il y a d'autres informations qu'on va vous demander. Le nord en haut, l'est à gauche, ainsi de suite. Ah, ici, DSS, Digital Sky Survey. Au lieu d'une carte générique des points, c'est
la carte, les cartes du DSS sur lesquelles on va ajouter les magnitudes des étapes, des étoiles variables. Enfin, moi, c'est ça que j'utilise. Ça se compare beaucoup mieux que les photos qu'on a à l'écran. Bon, on va dire qu'on a l'information qu'il faut. On fait plot de chart et on va nous générer la carte. Et voilà. Mira. Bon, on a Mira ici. On voit des chiffres à côté de certaines étoiles. C'est la magnitude. 90 veut dire 9.0, 93, 9.3 et ainsi de suite. Ça, on a besoin de cette carte-là, un, pour identifier notre variable, deux, pour décider quelle étoile de comparaison on va utiliser. Mais si on fait du CCD, on a besoin de plus que ça. Et en plus de la carte, on a aussi besoin d'un tableau qui va nous donner les données photométriques. Ça vient rapidement, c'est rien que des données. Bon. Ici, on a sous label, on a encore la magnitude de l'étoile, mais avec seulement un chiffre après le point. Exemple, 90 c'est 9.0, 93, 9.3 de magnitude. Bon, dans la colonne sous le AUID, c'est un numéro unique pour chaque variable. Après ça, on a les coordonnées de la variable en question. Et ce qui est un intérêt important, ici, la magnitude, avec 3 chiffres après le point, au millième de magnitude, avec plus l'erreur qu'il y a sur la magnitude. Donc, c'est vraiment précis. Puis, c'est les données qu'on va devoir rentrer dans nos logiciels de traitement d'image pour déterminer les magnitudes. Là, on revient. Non, on veut revenir au site principal. Bon, toujours sous Observing, si on l'a vu. Bon, on va sauter par là-dessus. On est rendu dans Data. International Database. Ça ici, là, c'est toutes les observations d'étoiles variables sont là. En plus des variables, évidemment, on a vu tantôt, il y avait 300 quelques mille étoiles variables. Bon, chacune de ces variables-là peut contenir des milliers d'observations. Elles sont toutes dans ce database-là. C'est vraiment un gros database. Et quand vous voulez tracer des courbes d'étoiles variables, vous allez chercher les données là, les données en question à cet endroit-là. Bon, Data Access, Light Curve Generator. Ok, le Light Curve Generator. Si vous voulez tracer une courbe d'une étoile variable, d'ailleurs il y en a plusieurs dans ma présentation, c'est l'outil que j'ai utilisé. L'OBSO a des gros projets en cours. Disons qu'il y a BSM qui est un peu spécial parce que je suis un des volontaires, j'en parle plus loin dans ma présentation. Puis j'ai découvert aujourd'hui que Jean-Bruno Desrosiers également est un des volontaires pour regarder les images. Je vais vous dire tantôt ce qu'on a fait. On ne fait pas de photométrie, c'est d'autres choses qu'on fait. Bon, après ça, le dernier point, Getting Started, ben ici je dirais, allez, il y a des tutoriels, autrement dit, on vous propose des projets, dans un cas, 10 variables, on vous prend par la main pour vous entraîner à les observer, ou il y a un autre tutoriel ici à 5. Bon, fini pour la visite de l'OBSO. Si votre curiosité a été allumée un peu, ben, je vous invite grandement à retourner explorer ce site qui contient une quantité fabuleuse d'informations. Alors, j'ai oublié quelque part aussi, si on veut observer, exemple, des étoiles à éclipse, il y a des éphémérides quand est que certaines étoiles peuvent être en éclipse. Et il y a tellement de variables à éclipse, il y en a pour tous les soirs. N'importe quel soir, ça vous donne d'observer. Vous allez être en mesure de trouver une variable à éclipse qui va vous fournir une belle courbe. La présentation PowerPoint, on est rendu au démo de photométrie à grande échelle avec Maxime DL et AIP4Win. Bon, ces deux logiciels-là peuvent faire la calibration et la photométrie. Mais pour des raisons là, que je n'ai pas le temps d'expliquer,
les circonstances font que j'utilise Maxim pour la calibration batch et AIP pour la photométrie grande vitesse. Donc on va aller sur Maxim. Bon, la première des choses, il faut que je roule une image pour aller voir quelle sorte d'objet le temps pour vérifier mon temps d'exposition de mes images. Enfin, les paramètres de l'image. Ici, on active ce qui s'appelle le Fit Header. Le Fit Header contient beaucoup d'informations sur la prise de photo. C'est comme un fichier attaché qui contient l'information au moment de la prise de photo et toutes les transformations subséquentes. On voit ici, bon, ça a été pris par Damien Lemay, c'est un frame, light frame, les coordonnées de mon site, etc. Pixels, et là, ce qui m'importe, j'ai besoin de savoir la température. Je veux faire la calibration, je vais la faire pour la bonne température. Moins 20 degrés, bon, on est au mois de juin, 20 juin 2015, il fait chaud. Je vais faire cette photo-là, là, je vais vérifier pour mon processing si j'ai tout ce qu'il faut pour faire la calibration. J'ai un DAC à moins 20, un bias à moins 20, un flat à moins 20, pas de surprise là, 20, je m'étais préparé. Bon, maintenant, on va faire le batch. On faut d'abord ouvrir, faire la sélection des images. Bon, chanceux, je vais faire V404, c'est une étoile V404 du signe. C'est la variable numéro 404 dans le signe. Et j'ai un certain nombre d'images ici qu'on veut processer. Donc, je les rouvre. Mes images sont ici. Et là, il va les écraser, overwrite it, il va les écraser. Et je vais faire la calibration. Là, je dis OK. Et dans la pause de quelques minutes, la calibration va être complétée. On va pouvoir vérifier après. Là, le Fit Header va nous indiquer que la calibration a été faite. Bon, ça va prendre quelques dizaines de secondes, mais c'est quand même assez rapide. Si vous avez 400-500 images, ben, on peut lancer la conversion puis aller faire d'autres choses entre-temps. Évidemment, quand on a des centaines d'images, on ne commence pas à les faire une par une. Là. On n'en finirait plus, on se tannerait. Et cette commande-là, la Maxim, là, est très appréciée lorsqu'on a un grand nombre d'images. Ah, voilà, c'est complété. Est-ce que la calibration a été faite? On va leur ouvrir une coupe d'images. Bon, on ouvre une au hasard, là, le 366, et je reviens voir mon Fit Header. On va aller voir, le flat était fait, le bias, le dark, tout était fait. Donc, mon image a été calibrée. D'ailleurs, si on se rappelle tantôt, l'image maintenant a un petit peu moins de bruit que tout à l'heure. Donc, OK, je n'ai plus besoin de Maxim. Maintenant, je vais continuer avec AIP4Win. Je lance AIP4Win. Ça va prendre quelques secondes. Richard Berry, un des auteurs de ce logiciel-là, enfin, il est le principal auteur. Il a mis beaucoup de nouveaux arrivants dans le domaine des traitements d'images CCD là, sur les rails, si on peut dire. Moi, je me suis inspiré beaucoup des divers volumes qu'il a écrits. Bon, je veux mesurer, la première des choses. On peut faire beaucoup de choses avec ce logiciel-là. Moi, aujourd'hui, je vais mesurer des magnitudes, et c'est l'application qui est ici, magnitude measurement tool que j'ai besoin. Bon, la petite fenêtre qui rouvre ici, observeur, LMA, c'est mon nom de code à l'AVSO, puis pour CBA, je m'appelle CBA Québec. Bon, je demande celle dans la clé, les coordonnées de mon site, les instruments, l'installation 14, le diamètre scope, etc. Les images. Bon, ça, c'est les images de la variable 404 là, dans le signe qu'on va traiter. Oui, 404. Oui, OK. Donc là, je rouvre une image. Ici. Oh, mon image est ouverte. Bon, ici, on est dans le signe de la Voie lactée, il y a beaucoup d'étoiles. Donc, comment on se retrouve? Il faut chercher un peu. Bon, on va le voir d'abord. J'ai une carte de la région. L'étoile qui m'intéresse, elle est ici, ma V404.
Et comme étoile de référence, je vais prendre la 12.8 qui est ici et la 13.4. Au moment ici c'est une carte que j'ai de l'OVSO. On peut voir ici la tête de la carte. Là. Puis là, bon, j'ai choisi ces deux étoiles-là pour faire ma photométrie. Bon, mais ma variable, au moment où j'ai pris les photos, est peut-être presque aussi lumineuse, beaucoup plus lumineuse que montré ici. Bon, je retourne dans IP et là, je vais trouver ma variable. Un instant que je me retrouve un peu. C'est un peu embêtant. Ok, je la vois. Bon. Ma variable est ici. Ma 12.8 est ici, mon autre est là. Bon. D'abord, on va quelque chose à régler, l'ouverture. Bon, on m'a pas cette étoile-là. Ici, mon logiciel, je peux me décider. Là, lui, il m'indique, là, ici, j'ai l'ouverture, c'est le petit rond dans lequel il mesure la luminosité. Il me dit que tu peux augmenter ton ciel au bruit en diminuant. Si j'ai 7 pixels, moi, diminuer ça à 5. Et à 5, vous voyez, ça s'est déplacé. Et à ce moment-là, j'ose pas aller plus petit que 5. Et j'ai amélioré mon signal au bruit sur la lecture que je vais faire. Bon, je vais à mon étoile maintenant. Mes étoiles, c'est-à-dire. D'abord, là, regardez, ici, là, la dernière étoile que j'ai analysée, c'était en haut de PC, de poisson. Mais là, aujourd'hui, je suis dans V404 du signe. Donc, j'ai les données de ma variable, ici, les coordonnées. Le nom de la variable, les coordonnées, les comparaisons, les coordonnées, la magnitude des coordonnées, puis la deuxième, fait que là, je veux en haut V404 du signe. Donc, je vais enable, je vais le dire, enable, save, recall. Bon, je vais aller chercher les données de V404. V404, qui est ici. Ouvrir. Bon, vous voyez maintenant, ici, donc V404, les coordonnées de V404. Et j'ai ma première étoile de comparaison. Ça, c'est le numéro qui identifie l'étoile et ses coordonnées. J'ai une deuxième étoile de comparaison, C2, et j'ai ses coordonnées et sa magnitude, évidemment, son nom, son numéro, son code d'identification. Donc là, je peux identifier mes étoiles. Je retourne sur ma photo. Je peux ici, V, c'est ma variable. Ma première étoile de comparaison, elle est indiquée 12.815. C'est 12.8, ça, c'est celle-là. Et ma C2, elle, c'est 13.4.361, 13.4. C'est elle. Pourquoi ici, c'est marqué 13.361? Mais c'est plus précis que 13.8 que me montre de ces cartes-là ici. On a arrondi au dixième de magnitude. Mais il y a une autre source d'information où je peux voir beaucoup plus de données. On va essayer de trouver ça ici. OK. Et pour chaque magnitude, regardez ma 12.8 qui est ici. On me donne la magnitude 12.815. Ma 13.4, c'est 13.361. Ça, j'obtiens ça aussi de l'OVSO, ce tableau-là. Donc, je retourne maintenant dans AIP. On est prêt à faire la photométrie, identifier mes étoiles. Et là, je vais exécuter. Là, je lui dis, faut que je m'identifie à une étoile de référence. Je vais prendre ma variable, pourquoi pas. Je peux prendre n'importe quelle étoile qui est dans le champ, mais ma variable, c'est pas mal là, je la connais bien, je sais laquelle. Là, je dis run photométrie. Et quand je parle de photométrie rapide, c'est ça que je veux dire. À chaque flash que vous voyez, on change d'image. Si vous regardez ici en haut, là, à gauche, vous allez voir, on change de photo. 307, 308, 309, ainsi de suite. Donc, c'est à ce rythme-là qui me permet de passer à travers des centaines d'images dans environ 3 quarts d'heure, 1 heure. Là, ici, j'ai pris un subset d'environ, je sais pas, 80-90 images, là. Puis ça prendra pas 1 heure pour passer à travers de ça. Vous n'avez pas tout ce temps-là pour m'écouter. Mais donc, on va regarder comment ça va. Parfois, il y a des pépins, des photos qui sont pas bonnes.
Oh, ici on a un pépin. Le logiciel l'a bloqué pour diverses raisons. Je reclique sur l'image, puis il va continuer. Oh, là, je peux changer la sensibilité. Ici, j'ai 0,1 de sensibilité, ce qui n'est pas beaucoup. Je vais mettre ça à 0,3, puis ça va bloquer moins souvent. Donc, je continue. À la fin, on va avoir le rapport détaillé. Et vous allez voir, on peut avoir plusieurs rapports. Moi, dans mon cas, j'ai le rapport de l'OBSO et le rapport pour CBA. Dépendant de l'objet, je peux envoyer les données seulement à CBA, seulement à l'OBSO ou aux deux, dépendant de la variable en question. Parce qu'à l'OBSO, ils sont plus touchés. Ils exigent la plupart du temps de la photométrie avec les filtres. Alors que le groupe CBA sont intéressés aux variations absolues de l'étoile. Et la plupart du temps, on n'a pas besoin de filtre. Ce qui veut dire CBA, vous n'avez pas à investir 800 ou 1000 $ de filtre pour faire participer aux expériences de CBA. Vous pouvez le faire immédiatement sans aucun filtre. CBA, comme je l'ai mentionné plus tôt dans ma présentation, il se concentre sur des CV, des cataclysmic variables. Oh, ça va bien, à part, j'ai pas eu d'images qui ont mal traqué ou d'autres problèmes jusqu'à maintenant ici. Là. Parfois, c'est pas parfait mon installation, je suis obligé de skipper un certain nombre d'images des fois. Ou encore des satellites qui passent en plein sur la variable ou une des comparaisons. Là. Il faut skipper ces images-là. On a fini, ça a bien été. Bon, OK. Display Time Series Light Curve. Oh, on va aller voir le rapport d'abord. Hein? On a notre courbe ici, on va voir le rapport. Oh, j'ai mon rapport de l'AABSO. Normalement, pour l'envoyer à l'AABSO, il faut enlever mon CBA Québec, parce que les autres, ils ne me connaissent pas, ils me connaissent seulement sous le nom de LMA. Mes coordonnées. Bon, ici, le rapport de l'AABSO, il y a beaucoup de data. Regardez, le nom de la variable, chaque ligne. La date en jour julien, la magnitude de l'étoile, etc., etc. Ensuite, on peut, je retourne mon écran de tantôt, de quelle sorte de courbe ça m'a donné? Display Time Light Curve. Regardez, la courbe ça m'a donné. Pas pire, hein? On a eu de l'action. Oui, cette étoile-là était folle raide, elle a bougé beaucoup. Maintenant, suppose que je voudrais, là j'ai le rapport de l'OBSO, je veux mon rapport de CBA, je veux aussi qu'on me donne le air mass, la quantité d'air, autrement dit c'est une mesure de l'altitude de l'étoile au-dessus de l'horizon. Fait que là je lui dis, je retourne l'exécuter, output un autre rapport, rang. Bon, le rapport de l'OBSO j'avais tantôt est toujours là, mais malheureusement en dessous il n'est apparu un autre, celui de CBA. Et CBA c'est beaucoup plus simple, on demande rien que les jours juliens, la variation, puis la comparaison, la différence de mes deux étoiles de comparaison et leur masse, 4 colonnes seulement, c'est beaucoup plus simple. Donc, si vous voulez vous simplifier la vie au début de la photométrie, bon, faites-en pour CBA, pas mal plus simple. OK, donc là, on va changer d'étoile, on va effacer le log qu'on a là, on n'a plus de besoin. Je suis toujours dans mon IP, mon log est fermé. Je ferme ça. Et ici, m'a reset, et je vais faire un autre groupe d'étoiles maintenant. Je vais dire, OK, on va me chercher d'autres étoiles. Cette fois-là, on va monter collection CD, on va prendre UXUMA. UXUMA, j'ai un set d'étoiles, c'est aussi. Oui. Bon. La calibration était déjà faite sur l'emplacement. Pour ça, je n'ai pas besoin d'utiliser Maxime ici. Bon, je vais ouvrir une image. Non, on n'est plus dans la Voie lactée. UMA, c'est Ursa Major, on est dans la Grande Ourse, une région où il n'y a pas beaucoup d'étoiles, ça nous facilite la vue beaucoup. Non, quand même, il faut trouver notre étoile de comparaison. UMA, on va ouvrir ça. OK. Excusez, ça sent bien. Bon, j'ai deux écrans sur mon ordi. Là, il faut que je ramène l'image pour l'autre écran. Ici, c'est relativement simple, il n'y a pas beaucoup d'étoiles.
J'ai mon UXUMA qui est ici, entouré d'une coupe d'étoiles. On va voir si on peut retrouver ça sur l'autre. Ah, cette étoile-là ici qui est pas mal lumineuse devrait m'aider. Bon. Ok, oui, ma lumineuse est ici en haut. Bon. Ok. Tada, tada. Non, plus loin de ça. V404. On a besoin, ok. Et mon image, ok. Je pense m'en retrouver. Il y a comme un rond de 5 étoiles ici qui ressemble un peu à la couronne boréale. Là. Oh, c'est moi l'étoile du bas. Ok. Donc, je reviens ici. Tadam. Ah, c'est ma variable. Ok. Fait que, mon aperture, je vais prendre ma variable. Oh, excusez, aperture. Tadam. Ouais. Bon, je vais revenir à 5 pour lui aussi. Hein. Vous allez voir, la courbe ici, ça va bouger. Bon, ok. On a ajusté l'ouverture du cercle qui est sur le monde de l'étoile. On va regarder nos étoiles. Ma variable, c'est elle. Oh, mais là, je vais 404 fois. Hey, chercher mon UXUMA. On va chercher les données de UXUMA, Évidemment, quand c'est une étoile que vous faites pour la première fois, c'est un peu de taponnade de tout entrer ces données-là. Mais comme les mêmes étoiles reviennent souvent, ben, c'est beaucoup plus simple. OK. Fait qu'ici, ma première étoile, c'est la 13.4. On va essayer de trouver ça, 13.4. 13.4, c'est ici en haut. Puis, donc, je reviens ici. Tada. Et ma 13.4, ok. Là, maintenant, l'autre C2, elle, c'est la 13.5. Je me rappelle, c'était elle ici. Oups. Il y a quelque chose qui s'est passé, ça a mal été. The Select Stars. Ok. Ma variable. Ma première C1 et C2, c'est la 13.5. Pour ceux qui regardent 13.497. On va retourner voir ici. Alors, 13.5, c'est elle. 13.4. Bon. On est chanceux, ils sont proches de la variable. C'est beaucoup plus. Je trouve que c'est plus simple dans ce temps-là. Bon. Fait encore une fois, on est prêt à partir pour faire la photométrie. Cette fois-là, je vais quand même prendre C1 comme étant la référence. Regarde la photométrie. Et c'est parti une autre fois. Ici, c'est une variable à Eclipse, mais j'ai choisi, oh, regardez ici, il y a eu un petit dérangement en déclinaison. Donc, cette étoile-là, je la skip, je la saute par-dessus. Il peut y avoir un coup de vent, là, je sais pas. Non. Ce que je disais, ah ouais, UXUMA est une variable à Eclipse. Et j'avais des centaines d'images plus ce soir-là, mais là, j'ai choisi un groupe d'images qui va nous montrer une éclipse. Cette étoile-là, c'est une des premières dont j'ai vu les éclipses. Puis j'ai été vraiment surpris la première fois. Je voyais la luminosité diminuer à l'écran d'une image à l'autre. Et puis le deuxième soir, je l'ai photographié. J'avais fait une run de plusieurs heures. J'avais 2 éclipses. Ce qui nous fait comprendre que même si on est habitué dans notre système solaire, Mercure qui tourne autour du Soleil en 3 mois, mais certaines étoiles tournent les unes autour des autres dans quelques heures. Fait que, on a toutes sortes de vitesses dans l'espace. Bon, ça a glissé en ascension droite. Je skip encore, c'est pas bon. Ah, ben il faut ressentir mon image, évidemment. Ici, bon, j'ai un autoguideur sur la caméra, mais je ne l'utilise pas parce que de temps en temps, il décroche. Puis bon, c'est un vieux Celestron, pas aussi vieux que moi, mais quand même assez vieux, là. Fait que, faut pas trop lui en demander. Il traque quand même très bien, je trouve. Mais parfois, il répond pas à l'autoguideur. Mais regardez, il va garder mon image pendant 3-4 heures dans le champ de vision. Fait que c'est pas bien grave, là. Je peux prendre des centaines d'images, là.
parfois, là, ça est obligé de recentrer le champ de vision, même si l'autoguideur n'est pas actif. Donc, quand j'ai acheté ce télescope-là, dans l'Unreal, je ne le savais pas, mais c'était un instrument qui était un peu comme tout désigné pour faire de la photométrie, comme je fais là, c'est des longues séries sur la même étoile. 193, ça va assez bien, du coup, on va pour bien longtemps. Bon, comme tantôt, j'ai mon rapport de l'AAVSO. Bon, c'est bon. Okay. Je vais aller voir maintenant. J'ai tout hâte de voir la courbe que ça a donné. Time display. Regardez ici l'éclipse en question. C'est évasé parce que on n'a pas beaucoup d'images. Là. Mais si j'avais mis 4-5 heures d'images sur le même graphique, la courbe aurait été beaucoup plus prononcée. Là. Bon, comme tantôt, là, je pourrais aller mon rapport, demander le rapport de CBA, puis je reviens ici, je dis output à un autre rapport, et il va avoir mon rapport de CBA encore une fois ici. Donc, ok, ça c'est des démos que je voulais vous faire avec les logiciels que j'utilise pour montrer comment faire, puis comment il se fait que je peux en traiter des centaines dans pas grand temps. Je vais retourner à mon PowerPoint, mais on n'avait pas fini tout à l'heure. Bon, fait que ça, on a fait ça, la calibration avec Maxime, la photométrie avec AIP. Au début, j'ai commencé à faire de la photométrie. Comme sur l'AVSO, on peut aller chercher les données des autres observateurs. J'ai comparé mes données avec d'autres pour voir qu'est-ce que j'étais-tu bon, j'étais-tu pas bon. Puis bon, j'ai eu le plaisir de voir que, en moyenne, je suis aussi bon que les autres. Là. Ici, dans le rond rouge, vous voyez, c'est mes données à moi. Ici, des données d'autres observateurs. Dans le cas ici, c'était l'étoile AM Hercule, de Hercule, qui est en passant, qui est une étoile magnétique. Et regardez, c'est le petit pic. J'ai le petit pic. Il y a un autre type ici, je l'ai. Ici, il y en a 3, j'ai les 3. Donc, je suis confiant, ma photométrie est bonne. Ici, je vais vous montrer rapidement d'autres résultats que j'ai obtenus. C'est assez excitant. Les premières fois, j'y croyais comme pas. Là. Regardez cette étoile-là, c'est FO du Verseau. Ben, ici, là, dans chaque petit pic des oscillations, il y a environ 15 minutes. Les premières fois que j'ai vu ça, je croyais comme pas. Je disais, voyons, il y a quelque chose de pas correct là-dedans. Mais oui, les étoiles font ça. V378 dans Pégase. 8 heures d'observation. C'est pas mal excitant. Hein? Ça a monté, ça a descendu, ça a oscillé. Vraiment, là, ça passe. Ici, le C2-C1, autant que possible, j'espère que c'est le plus smooth possible, plus droit possible. Mais en autant que je reste un peu entre les deux lignes, on peut dire que c'est acceptable. C'est la différence entre mes deux étoiles de comparaison, lesquelles ne sont pas supposées d'être variables. Et la différence de lecture entre les deux, elle n'est pas constante. C'est à cause du seeing, à cause du bruit, à cause des imperfections de mon système. Et le bruit, il y a le bruit thermique. Puis le seeing, l'étoile emmène du bruit. À un moment donné, l'étoile est plus lumineuse, moins lumineuse, etc. Bon. Ici, c'est un autre, V1084 dans Hercule. Quand on est dans Hercule, c'est la variable 1084. Ça veut dire qu'il y en a plus que 1084 variables dans Hercule. Il y en a beaucoup. Et ici, une très bonne courbe. La courbe de la C2-C1 qui donne la qualité de mes observations. C'est très bien. C'est vraiment à l'intérieur des limites qu'il y a ici. Puis on peut voir la variable. Il y a comme des oscillations. C'est probablement plusieurs fréquences superposées. Mais à l'œil nu, on ne peut pas voir ça, même si on observe le plus attentivement possible. Assez extraordinaire ce qu'on peut faire aujourd'hui, les amateurs. C'est AM d'Hercule encore, on avait montré une d'elle tantôt, c'est la famille d'étoiles magnétiques. Ici, UX-UMA, on l'a traité tantôt, celle-là. Regardez, j'ai capté une première éclipse. Ici, là, j'ai quelques heures d'observation, l'éclipse est beaucoup plus prononcée. Regarde, la qualité de mes observations, assez bonne. Ici, la DW dans Ursa Major, encore une fois. Un petit peu plus 5 heures d'observation. J'ai 2 éclipses. Donc, puis, comme toutes les images sont timées,
en une fraction de seconde, je pourrais déduire la période de cette étoile-là entre les éclipses. Ce que tu vas faire éventuellement, il y a un logiciel que j'ai qui permet de faire ça. Bon, pourquoi faire de la photométrie? Ben, parce que de l'astronomie, rien pour le plaisir de faire de l'astronomie. Observer, rien pour observer. J'aime encore ça, mais ça ne me suffit plus. J'ai toujours été un peu scientifique dans l'âme. Et aujourd'hui, je considère mon observatoire un peu comme mon laboratoire privé dans lequel je prends des données de base et lesquelles je fournis à des scientifiques plus avancés que moi qui, eux, vont faire des publications, améliorer leur théorie, etc. Je ne le fais pas pour l'argent, je ne le fais pas pour la gloire, mais tout de même, je ne suis pas insensible à ça. Et parfois, comme on l'a ici, c'est qu'on a publié un article là, concernant UX dans la Grand Ours. Et mon nom apparaît comme un des contributeurs à cause j'ai fourni plusieurs centaines de données d'observation. Les auteurs sont M. Miguel et Peterson, mais tous les autres, on est des amateurs qui ont fourni des données. V404 du Cygne, ici, là, je dirais que c'est l'étoile qui m'a fait le plus excité. Cette étoile-là, normalement, très banale, c'est une étoile qu'on 15-16e magnitude, difficile à voir, mais c'est une étoile cataclysmique encore, mais le compagnon, au lieu d'être une naine blanche, c'est un trou noir, un petit trou noir, pas un mini, un petit, d'environ 8 à 10 masses solaires. Et la composante active qui, à un moment donné, se gonfle et veut devenir une géante, transfère de la matière sur ce trou noir-là, mais le trou noir, là, lui, il y a plus de réaction à la matière qui tombe sur lui qu'une naine blanche, ce qui fait que l'étoile, elle a des soubresauts d'une photo à l'autre, de secondes, 4-5 secondes, on peut avoir une différence de plusieurs dixièmes de magnitude. Ici, regardez, à la fin, là, j'ai une drop là, de 2 magnitudes d'environ 10-15 minutes. Là. Et ici, en 3 magnitudes, regardez, d'environ une couple d'heures, c'est quand même extraordinaire. Au début très rapide, après ça moins rapide, mais 3 magnitudes, 2,55 à la puissance 3, hein, ça fait quelque chose, 14 ou 15 fois la magnitude absolue. Je ne ferai pas notre soleil en face autant. On ne sera pas heureux sur notre petite planète. Bon, l'ABSO, on reçoit constamment des avis spéciaux d'eux autres, dans lesquels on nous demande d'observer certains objets. Ils peuvent être de partout. Ici, par exemple, un monsieur, Dr. George Ricky de l'Université de l'Arizona. On y en vit partout dans le monde. C'est assez extraordinaire. Et il y en a toujours plus à observer qu'on peut. Bon, un petit mot sur le nom des variables. C'est un peu compliqué. Au début, la première variable qu'on a trouvée, on s'est dit, bon, regarde, on va en envoyer quelques-unes. Oh, il y a donné le nom de R. La deuxième, S. Oups, on s'est rendu à Z, on avait rien que 9, puis il n'y a plus de lettres. Fait que là, les autres, on a continué. RS. On a continué, ZZ. Yip, là, 54. Pas encore assez. Fait que là, on a ajouté, on a recommencé la lettre A, B. Bon, finalement, on s'est retrouvé, on a rendu, ça a fourni 280 de plus. Oups, excusez. Mais on n'avait pas encore assez. Finalement, tout ça additionné ensemble, on est arrivé à 334. À partir de là, on a simplifié les choses. On a dit maintenant, on va les appeler V335, V336, V337, variable numéro 337. Bon, et en sciences, souvent, on traîne de l'histoire avec nous. J'aurais préféré ici qu'on recommence avec V1 pour la première variable, V2 pour la deuxième, etc. Mais bon, on n'est pris que les lettres jusqu'à 334. Après ça, on a des chiffres et qui est plus facile. Actuellement, regardez, dans le Sagittaire, on en connaît plus de 4000. Heureusement qu'on a arrêté de prendre des lettres, là, parce que ça fait longtemps qu'on serait perdu. Dans le Fucus, 2000. Dans le Cygne, l'Aigle et Orion, monsieur, là, 2000. Il y en a vraiment beaucoup. Bon, ok. Mot de la fin. Observer les variables, c'est facile, c'est accessible et facile pour tous. Quand je dis c'est accessible, c'est qu'on peut le faire même à partir de la ville où il y a de la pollution lumineuse. On peut le faire visuellement avec un télescope, avec des jumelles, les étoiles, les longues périodes comme les Mira, on peut en observer beaucoup.
Et si vous avez du CCD ou même une APN, vous pouvez faire comme moi, prendre des centaines de photos dans le soir, mais c'est de la pollution lumineuse alentour de chez vous, et vous allez être capable de faire de la photométrie. Parce que le logiciel, il mesure la luminosité de l'étoile dans un anneau autour de l'étoile, un rond autour de l'étoile, mais il mesure aussi la luminosité de l'étoile. Autour de l'étoile, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, il y a un deuxième anneau. Il y a le premier cercle qui mesure l'intensité de l'étoile, puis dans l'anneau alentour, il mesure la luminosité de l'étoile en moyenne par pixel. Et il soustrait ça de la luminosité de l'étoile en question. De sorte le rapport qui sort à la fin là, de AIP, il est corrigé pour la luminosité du ciel. Fait que cette luminosité-là, que ce soit la pleine lune ou la pollution lumineuse qui est au-dessus de votre village ou votre ville, il va le soustraire aussi. Exemple, on fait, à part ceux qui ont des filtres bande étroite, d'astronomie à pleine lune, on n'en fait pas beaucoup. Mais moi, vous dire, moi, ça me dérange pas en tout. Il y a tellement de variables à étudier que je peux étudier malgré la pleine lune. En autant je vise à 30-40 degrés à côté de la lune, je suis capable de suivre des variables sans problème. Bon, ces phénomènes, malgré certains des pollutions lumineuses, malgré la lune, en même temps qu'on s'amuse, on contribue à la science. C'est une contribution que, autrefois, assez surprenant, on était quand même 5-6 amateurs au Québec qui faisaient des variables. Aujourd'hui, je suis tout seul. Quelques-uns d'autres veulent s'y mettre. Ils se préparent. J'espère qu'ils vont vraiment devenir actifs là, dans un avenir plus ou moins rapproché. Puis bon, j'essaie de les encourager. Ils peuvent compter sur moi pour les aider s'il y a lieu. Bon, on peut s'impliquer un peu, puis beaucoup. Quand même, ça serait rien que Mira que vous suivez à raison d'une fois par 2-3 semaines. Envoyez vos données à l'AVSO. Vous n'êtes pas obligé d'être membre pour le faire. Ça va vous pratiquer, ça va vous garder contact vivant avec l'astronomie. Et qui sait, peut-être un jour, vous serez converti. Pour ne pas dire un grand mot qu'on utilise trop souvent aujourd'hui, là. Bon, ben, je pense que j'ai fini là. Mais merci de votre attention. Et si vous avez besoin d'informations supplémentaires, de conseils, vous avez des questions, quelles qu'elles soient, sur la photométrie, il faut plaisir de vous aider dans la mesure du possible. Et le possible, ça veut dire aussi, je peux demander de l'aide, je commence à avoir des contacts à l'AVSO, à CBA, puis plein de gens bien intentionnés sont toujours ouverts à nos questions. Merci.